Bienvenue dans Une page à la fois, le podcast des auteurs soucieux de construire une pratique durable et qui leur ressemble. Vous faites maintenant partie d'un petit groupe d'auteurs qui essaient de transformer la vie de leurs lecteurs à travers des livres pensés pour donner une expérience mémorable aux lecteurs et les submerger d'émotions. Mais parce que le système repose sur l'exploitation des auteurs, nous cherchons à travailler différemment. Nous devons être plus malins. Nous le faisons à travers une pratique consciente et audacieuse, et ce podcast vous donne un aperçu de la vie quotidienne d'un auteur indépendant. Prêt ? On est parti. Ce week-end, j'étais en stage. Je fais un stage, j'accompagne des auteurs sur des développements de projets. Donc, on travaille pendant 2 jours. C'est-à-dire, les auteurs travaillent un petit peu, posent des questions, on réfléchit ensemble, on brainstorm sur les projets. On regarde leur avancée, on regarde les méthodos qui peuvent permettre d'avancer. C'était hyper intéressant. Il s'est passé plein de choses chouettes, notamment sur la question des priorités d'un projet qui permettent de maîtriser le temps que ça va prendre. Donc, il y a un outil pour pouvoir tenir nos échéances. Souvent, les auteurs qui ne sont pas astreints à des échéances extérieures ont de la difficulté, en tout cas ceux avec qui je travaille, ont de la difficulté à finir les choses parce que ils se donnent des échéances tout seuls, sauf qu'ils les repoussent tout le temps, ils les repoussent tout le temps, ils les repoussent tout le temps. Et une des raisons pour lesquelles on fait ça, c'est parce qu'on n'est pas assez clair sur les compromis que ça demande que de finir un projet. Si on reste sur un temps indéterminé pour finir le projet, on a toujours quelque chose à changer, il y a toujours une amélioration possible, une imperfection qu'on voudrait gommer, une dimension du travail sur laquelle on voudrait passer du temps, et ça retarde, et ça retarde, et ça repousse la fête de finir le projet. C'est pour ça que quand je fais de la gestion de projet, la première chose que je fais, c'est d'établir une matrice des priorités. C'est pas moi qui ai inventé l'outil, je l'ai récupéré quelque part. Et la matrice des priorités, elle est simple, c'est simplement de dire qu'il y a un point qui est essentiel à réaliser pour le projet. C'est ce qui fera que le projet sera fini. C'est quand on aura réalisé ce point-là. Et dans le temps qu'on se donne pour finir le projet, le principal point d'attention, de travail, c'est ce point-là. Si par exemple vous voulez que votre intrigue soit béton, ça va être le seul point, le seul critère d'évaluation de est-ce que le projet est fini ou pas. Quand l'intrigue est béton, je peux arrêter le projet parce que j'ai fait ce qui était essentiel. Ensuite, on a une deuxième case qui va compter 3, 4, 5 éléments. 5, ça commence à faire beaucoup, qui sont importants à avoir pour le projet. C'est-à-dire que je veux une intrigue béton, ça c'est essentiel. Et je veux aussi, c'est important, avoir des personnages, ou en tout cas un protagoniste qui est bien caractérisé avec un objectif clair. Et puis, je voudrais aussi avoir une narration qui soit entraînante, par exemple. Ça peut être un deuxième objectif important. Si j'arrive à faire mon intrigue béton dans les temps, eh ben, je peux me concentrer sur les points qui sont importants et travailler les points importants. Et plus je vais cocher de cases, en fait, dans cette matrice de priorité, dans ce que j'ai posé comme priorité, plus mon projet pourra être proche de la vision que j'en ai. Ensuite, il y a une troisième case qui est les choses qui seront cool à avoir. C'est des choses que ce serait sympa de mettre, mais c'est vraiment si on a le temps, parce qu'elles ne sont pas aussi importantes que les autres. Et enfin, il y a une dernière case qui, elle, contient tout le reste, parce que des choses cool à avoir, il y en a une dizaine, et toutes les autres choses, elles vont dans la dernière case qui dit un jour peut-être si j'ai le temps. Ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est l'intentionnalisation que ça force à avoir sur les projets, de dire je fais un projet qui va m'aider à avancer dans ma technique de telle et telle façon, qui va me permettre de garder le contrôle, en tout cas de rester sur les rails et de m'assurer que le projet sera bien fini dans les temps que je me suis donné pour le faire, d'éviter les digressions, d'éviter de se disperser parce qu'on est à la fois un petit peu partout et on papillonne entre les différentes couches du projet. Là où c'est difficile, c'est quand on n'a pas encore beaucoup de compétences, on a envie de travailler sur tout parce qu'on se rend bien compte qu'il y a plein d'endroits où notre acuité d'écriture n'est pas au top. Faire des choix, prendre des décisions sur les priorités, c'est aussi accepter le texte sera pas bon sur certains points. Donc après, on a des techniques pour masquer les endroits où c'est pas bon. On va pas passer trop de temps. Si par exemple on n'est pas très bon sur la caractérisation des personnages secondaires, on va prendre peu de personnages secondaires. Si on n'est pas très bon sur les décors, on va peu mentionner nos décors. On a des astuces. Mais après, quand on a la compétence, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, on va avoir un niveau de qualité suffisant sur tous les points du projet. Donc on ne va pas avoir besoin de se préoccuper autant de tout. Et en concentrant notre attention sur un point en particulier, on se permet de vraiment briller sur ce point-là et de vraiment faire une expérience intéressante pour le lecteur et nous aussi d'apprendre quelque chose. Donc quand moi je le fais par exemple sur mes projets, je décide aussi des priorités en fonction de ce que j'ai envie d'apprendre avec le projet. Comment j'ai envie de progresser. Là en ce moment je travaille sur Write to Market, écrire pour le marché, réfléchir aux attentes du lecteur en fonction du genre, en fonction du type d'histoire qu'on lui propose. Et c'est ça ma priorité, c'est est-ce que je vais bien réussir à construire une histoire à partir des tropes, à partir de ce que j'ai identifié, de ce que voulait mon public. Et ça m'amène à un deuxième point, parce que comme je travaille beaucoup sur ce point-là en ce moment, j'assiste aussi à des discussions, à des conférences, je participe à des trucs. Et on a eu, c'était quand? Samedi dernier, on a eu samedi j'étais sur un club de lecture autour d'un livre sur l'écriture pour le marché. Et de toute la conversation, il y a un truc qui a émergé qui m'a happé, c'était la notion de id list.
c'est la liste du ça, le ça faisant référence au concept freudien de la partie de la psyché qui est animée par des désirs, j'allais dire bestiaux, mais plutôt bas, qui cherche la satisfaction immédiate de ses désirs, qui est ce truc un primaire, primal, quoi, chez l'humain. Et c'est une auteure américaine qui a écrit 19 romans, qui est aussi chercheuse en psychologie, et qui est chercheuse en psychologie de la fiction et de ce qu'on appelle le fandom, qui est le fait d'être fan, les communautés de fans. Comment est-ce qu'on est fan d'une œuvre et ce qui génère ça, la dimension psychologique en fait de ce rapport aux œuvres et de ce rapport à la fiction. Et elle raconte que, bah, comme elle a écrit beaucoup de livres, ça devenait un petit peu laborieux, elle se perdait, elle savait plus trop, elle perdait un petit peu le fil et l'intérêt de son écriture. Elle s'est rendue compte que en gagnant en compétences et en gagnant en conscience aussi de la place du lecteur dans le livre, elle commençait à censurer davantage de choses parce qu'elle avait de la visibilité, parce qu'elle savait que ses livres allaient être scrutés, parce que quand on est exposé à des critiques, ben, on devient aussi sensible à des choses auxquelles on ne faisait pas attention quand on était tout seul dans son coin en train de faire son bouquin. Et donc elle s'est rendue compte qu'elle censurait des choses dans son livre, des choses de l'ordre des plaisirs qu'elle prenait à la fiction, parce que ça lui donnait cette impression d'être des plaisirs un peu bas, d'être des plaisirs de mauvaise qualité, et que du coup elle avait peur d'être jugée sur ces plaisirs-là. Et en fait, ça prive le lecteur de quelque chose, c'est-à-dire que ça lisse l'histoire, ce sera peut-être une histoire qui fonctionnera très bien mécaniquement, mais qui manquera de vie et qui manquera de souffle. Et donc elle s'est dit que c'était important de se reconnecter à ce qui lui faisait plaisir, à tous ces plaisirs un peu tabous qu'elle pouvait mettre dans les livres, des choses simples. Par exemple, elle aime bien, elle disait les personnages qui mangent des glaces ou les scènes sur les toits. Et donc elle s'est mise à avoir la curiosité de tout ce qui animait cette partie d'elle, le ça, dans la fiction qu'elle consommait, dans la fiction qu'elle écrivait. Et elle s'est fait une liste et elle pioche dans cette liste, à chaque fois qu'elle perd le fil du projet, elle pioche dans cette liste certains éléments qu'elle va chercher à remettre dans la liste. Et on parlait dans un podcast précédent de la notion d'univers, et dans la notion d'univers, il y a quand même beaucoup aussi cet aspect-là, à savoir que ma singularité d'auteur, elle se retrouve pas seulement dans les grands archétypes d'histoire que je vais raconter, dans les grandes thématiques que je vais traiter, elle se retrouve aussi dans les petites choses, dans les petits détails, dans les petites scènes où les personnages mangent des glaces, dans les petites scènes où les personnages sont sur les toits, qui donne une teinte particulière, une teinte personnelle au livre que vous écrivez. Donc moi j'ai commencé à faire ça ce matin, j'étais réveillé très tôt, j'ai commencé à faire ça ce matin et c'était hyper intéressant de voir sortir des choses. Alors il y a des lieux, il y a des archétypes de personnages, il y a des situations, il y a des arcs de personnages, et tout ça, ça va après être à recouper avec les listes de tropes. Les listes de tropes, c'est les listes de motifs qui reviennent dans les genres, qui reviennent dans les histoires, et qui reviennent parce que les lecteurs les cherchent. Et qu'un lecteur, quand il vient sur un livre de genre en particulier, mais quand il vient dans une histoire, il vient avec certaines attentes, il veut retrouver quelque chose de ce qu'il aime dans ce type d'histoire, dans la fiction en général. Et nous, notre boulot, c'est d'arriver à être au point de rencontre entre ce que le lecteur aime et ce que le lecteur attend et ce que le lecteur cherche, et ce que nous, on aime et ce qui fait notre singularité. Et la liste de la list, la liste du ça, elle contribue à ce travail-là, puisque après, je vais pouvoir les piocher dans cette liste. Alors moi, je l'avais fait sous un autre angle quand j'avais travaillé avec Holly Lyle. Elle faisait, elle, des listes, comment elle appelait ça? Sweet spots, des points un peu sensibles de l'individu. Elle disait les choses qui me font rêver, les choses qui me terrorisent. Je les ai plus toutes en tête là. Mais en tout cas, il y avait plusieurs catégories comme ça, genre l'espoir, le désespoir, des choses un peu émotionnelles et très liées à des ressentis forts qui ensuite sont intéressants à avoir dans les histoires. Et elle disait, tu fais une mind map autour de ces points-là, genre tu listes toutes les choses qui te font rêver, toutes les choses qui te font peur, toutes les choses qui te donnent de l'espoir, par exemple. Je sais plus, je me rappelle plus des catégories. Et j'avais fait ça et c'était intéressant parce que justement derrière, ça permet d'avoir une base de données à laquelle piocher et dire, bah tiens, je sais pas trop comment relancer mon histoire, je sais pas trop comment la rendre singulière. Bah, je vais prendre là-dedans parce qu'en prenant là-dedans, je sais que je m'adresse à moi-même et je sais que je vais pouvoir trouver ma place à l'intérieur du projet que je vais développer, même si c'est un projet qui est très codifié, même si c'est un projet qui répond à des attentes précises du lectorat. Donc moi, ma prochaine étape, ça va être celle-ci, et je pense que ça peut être intéressant pour vous aussi à faire, c'est de continuer cette liste du ça, qui est un petit peu différente de la liste que j'avais faite avec Holly Lyle, mais qui va être complémentaire, de faire une liste de tropes, donc de savoir dans quel genre est-ce que je vais écrire, quels sont les points communs des livres qui fonctionnent bien dans ce genre-là. Parce que si c'est des points communs et que ces livres fonctionnent bien, c'est probablement parce que c'est ce que les lecteurs attendent et ce que les lecteurs cherchent dans ces histoires. Ça peut être des livres, ça peut être des films, ça peut être des nouvelles, ça n'a pas besoin d'être des romans. Simplement, il faut qu'ils aient reçu un certain succès public parce que ça augmente notre chance de tomber sur des choses que les lecteurs attendent. Et après, vous extrayez des éléments donc, de motifs récurrents des histoires que vous voulez raconter, vous cherchez comment
construire une histoire autour de ça et vous injectez des éléments de votre liste personnelle. Moi, j'ai vu là, juste en faisant ce matin la liste du ça, j'ai déjà des choses qui m'inspirent, ça me donne envie. Je suis déjà attiré, ça crée des étincelles en moi créatifs qui me disent ah là, il y a peut-être un début d'histoire, il y a un truc intéressant, il faut voir après ce que je peux en faire. Mais je sens déjà un attrait et un intérêt pour ces éléments-là. Et après, la question c'est comment est-ce qu'on combine ces différents éléments et plus vous aurez des listes longues, plus il y aura de combinaisons possible, donc plus ce sera facile de vous réinventer, puisque le risque aussi derrière, c'est que si vous revenez toujours sur les mêmes éléments, ça devienne lassant, donc il faut quand même continuer à l'alimenter, cette liste, en lisant davantage, en regardant davantage de films, et en développant votre attention consciente sur les éléments qui vous parlent, les éléments qui vous font plaisir, qui vous font jubiler quand vous les voyez, et après, on va piocher là-dedans, on va faire des combinaisons, et on va s'en servir de base pour construire nos histoires. Voilà un petit peu le bilan de ce week-end. Alors je vais parler d'autre chose parce que j'ai retrouvé des notes sur un papier là, que j'avais prises il y a quelques temps, mais je n'ai plus le temps pour aujourd'hui, donc ce sera le sujet de demain. Un petit teasing comme ça, c'est toujours sympa. Sur ce, je vous dis bonne journée, j'attends vos commentaires, et n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le diffuser si vous connaissez des auteurs que ça peut intéresser. Et je vous rappelle qu'il reste de la place pour le week-end d'écriture de nouvelles que j'organise les 21 et 22 janvier. Et toutes les infos sont sur arnelverdier.com/nouvelles au singulier.